je suis secrétaire du syndicat CGT de l'hôpital de Saint-Malo. Et je suis également avec notre camarade du syndicat CGT de Dinan. Je voulais réagir sur deux aspects, revenir un peu plus sur l'aspect local. Par rapport au projet de nouvel hôpital territorial, il y a également la thématique des emplois. Parce que tous les citoyens ne le savent pas, mais que ce soit pour Saint-Malo ou pour Dinan, l'hôpital de Saint-Malo est le plus important employeur de la ville, avec environ 2000 agents, 2500, enfin 2300 avec les médecins. Et pour la ville de Dinan, également, le plus gros employeur, c'est l'hôpital. Donc, et ça fait le lien d'ailleurs avec la problématique de la fermeture de lits, de la réduction du capacitaire. C'est bien entendu derrière ces fermetures aussi de lits, bien évidemment, moins vous avez de lits, moins vous avez besoin de personnel. Donc il y a aussi cette notion-là, je voulais attirer l'attention sur le fait que sur un territoire, je ne pense pas qu'on soit en excès d'emploi, comme partout dans le pays d'ailleurs, d'offres d'emploi. Derrière ces projets, c'est aussi des emplois qui vont disparaître. Et très certainement dans un premier temps, plus particulièrement pour nos collègues qui sont contractuels, ce qui permettra en termes de communication de dire qu'il n'y a pas de licenciement, puisque ce seront juridiquement des fins de contrat. Pour autant, ce sont des collègues qui se retrouveront sur le marché du travail. Ce qui me permet d'affirmer ça avec autant de certitude, si je puis dire, alors même qu'on vous a effectivement, et Eric l'a dit, de Sud, on fait tout pour nous cacher les détails du projet. Ce qui me permet quand même d'affirmer ça, c'est qu'on nous dit quand même que globalement, ce projet sera très innovant au niveau des technologies numériques. Alors, non pas, bien évidemment, qu'on se comprenne bien, non pas qu'on soit contre les évolutions technologiques, hein. Mais l'hôpital, c'est vrai que dans l'imaginaire, enfin, ce qui est la réalité aussi, c'est la masse salariale de l'hôpital, les agents, c'est 70% de soignants. Vous l'avez évoqué en début de conférence, mais c'est aussi plus de 30% de services, alors pas seulement administratifs, il y a également tout ce qui est logistique et technique. Il se trouve que dans ce projet, on dit bien qu'il va y avoir une mutualisation de toutes ces activités. On connaît la musique, nous, depuis maintenant, on a été mandaté quand même depuis plusieurs années. Donc toutes les réformes que vous avez évoquées, on les a vues passer, on en a vu les conséquences. La mutualisation, c'est forcément des réductions d'emplois également. Donc je voulais attirer l'attention aussi sur cet aspect-là. Sur l'aspect privatisation, sur ce projet, il faut savoir que c'est la société ICAD qui a été retenue pour la maîtrise d'ouvrage. ICAD, c'est le numéro 1 européen de l'investissement privé en santé, et particulièrement sur le secteur EHPAD. C'est un mastodonte, 5 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que spécialisé en EHPAD, il se trouve que c'est une des premières questions. Quand on a entendu parler pour la première fois, c'est-à-dire maintenant il y a 1 an, de ce projet de nouvel hôpital, avec mes camarades, c'est la première question quand on a pu échanger avec la direction générale qu'on a posée, à savoir, parce que je pense que le fond, l'évolution des choses, des politiques de santé, comme vous l'avez évoqué, hein, c'est la privatisation rampante de tout le système. Et donc également, quelque part, des hôpitaux. Et la première question qu'on a posée au directeur général, c'est est-ce que ces nouveaux hôpitaux, quel statut ils auront?
Et sa réponse a été la suivante. Pour le bâtiment principal, ça restera public. Pour l'hôpital Cœur de Ville, alors ce qu'on appelle Cœur de Ville, c'est qu'apparemment dans le projet, ça serait également un EHPAD. Il faut voir, ça peut être un projet innovant, voilà, sous-entendu, on peut penser la chose différemment qu'un statut public. Et bien évidemment, quand on a appris quelques mois après que c'était la société ICAP numéro 1 de l'investissement privé qui a été retenue, bien évidemment, sa réponse nous est revenue en mémoire. On s'est dit, bah, ok, on comprend mieux la réponse. Et d'ailleurs, dans le projet, hein, le peu qu'on en a su, c'est que par exemple sur la partie cœur de ville à Saint-Malo, il y aurait même cette notion dans la partie EHPAD d'accession à la propriété. Donc on voyait bien qu'on n'est plus là sur les EHPAD publics tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, je voulais attirer l'attention sur ces deux aspects, la perte des emplois et derrière une privatisation. Alors à quel niveau, on ne sait pas bien puisqu'on ne dit rien. Juste pour conclure, sur les syndicats, je ne vous cache pas que pour nous, ça fait 1 an qu'on est sur le sujet, hein, en intersyndical avec nos collègues de Sud. On est face à une direction qui fait tout, et avec des moyens de pression assez innovants, on va dire ça comme ça, par rapport à notre expérience, pour qu'on se taise et qu'on en sache le moins possible. Cette soirée nous fait quand même chaud au cœur, parce que voilà, on arrive à construire quelque chose et à tous se réunir. Voilà. Les syndicats au niveau local, ils bougent, en tout cas à Saint-Malo et Dinan, on est combatif. Alors effectivement, comme pour beaucoup de thématiques aujourd'hui dans le pays, on a du mal à mobiliser, ça certes c'est clair, mais voilà, on est présent et puis vraiment quand le monde d'après, puis ensuite Dinan Diversité nous a proposé de s'associer pour essayer de, tout simplement d'informer les citoyens sur peut-être sur l'aspect un peu caché, en tout cas, que les citoyens se saisissent du sujet de ce projet d'hôpital territorial. Oui, vraiment, nous on s'est associés et voilà, je pense qu'on essaye de faire le mieux possible. Après, les syndicats, comme toute organisation, ne sont pas parfaits. J'aurais envie de dire, elle a commencé en fait. Elle a commencé. Bon, il y a évidemment les fameux partenariats public-privé, mais elle prend des voies beaucoup plus perverses. Récemment, j'étais à la BPI, espèce de grand truc à la communication. Franchement, un truc à rendre jaloux les Pink Floyd. De la Banque publique d'investissement. Et là, vous comprenez le logiciel des élites. C'est, en gros, le public comme levier du privé. Je m'explique. La ministre de la Santé, Pannier-Runacher, je ne sais plus ce qu'elle est... oui, industrie, elle était là, donc il y avait Niel, il y avait tout, c'était la grand-messe. Hein. Franchement, une messe de born again. Vous voyez ? Tous entrepreneurs, pensez big, la bêtise LREM à l'état pur, quoi. Enfin, là, vous la touchez du doigt. Bon. Comment vous dire elle reprend cette phrase, d'ailleurs, qui avait été dite par Macron. Il faut que l'hôpital devienne un incubateur à start-up. Un incubateur à start-up. Et ça a déjà commencé. Je vous prends 2 exemples. Alors, un exemple trivial. Bon, d'abord, l'exemple principal. Dans des hôpitaux, il faut le savoir, il y a des sociétés privées, Medtronic pour ne pas la citer, qui louent aux hôpitaux des blocs opératoires high-tech que l'hôpital ne peut plus acheter
parce qu'il n'a plus les moyens d'investir. D'accord? Et alors, contre-redevance, donc on est au cœur de l'hôpital, là, hein, avec seuil d'activité. C'est-à-dire que, faut voir le scandale que c'est. C'est-à-dire que, si on n'a pas besoin d'utiliser ce bloc opératoire, mais qu'on a un seuil contractuel d'activité, faudra opérer des gens. Même s'ils n'en ont pas besoin. Ça, c'est quand même dément comme truc. Et c'est au cœur de l'hôpital. La deuxième chose qu'on voit se développer et qui est en train... Alors, je ne parle même pas des objets connectés, parce que c'est ça, hein, le raout de la BPI, c'est la foire aux gadgets. Hein. Bon. Mais, c'est-à-dire, il y a des déserts médicaux, télémédecine, tout ça, ça va être bien, ça sera surveillé à distance... on est vraiment... bon, bref. Mais de plus en plus, je ne sais pas si vous savez, mais on voit se multiplier ce qu'on appelle des hospitels. C'est-à-dire que les hôpitaux sont en train de privatiser l'hébergement. Pardon ? C'est ce qui est prévu à Saint-Malo. Et d'ailleurs, les hôpitaux avaient comment... Et donc, c'est pour ça, quand on dit... on va privatiser les hôpitaux. Mais je dis, la privatisation, le dépeçage de la bête a déjà commencé. On a privatisé la restauration, la blanchisserie, etc., etc. On a externalisé, comme on dit. Et bien maintenant, on est en train d'externaliser et de privatiser l'hébergement. Et là, c'est... ce qui est scandaleux, parce que ça relève du soin, à proprement parler. Et qui va payer? Les mutuelles, pour ceux qui en ont, ou l'argent privé des gens qui vont arriver la veille pour se faire opérer et qui vont retourner après à l'hôpital, après, grâce au virage ambulatoire, vont retourner à l'hôpital. Donc, vous voyez, la privatisation, elle a déjà commencé. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a Apital. Je ne vous dis pas ce que c'est, allez voir sur Internet. Vous tapez Apital. C'est une conciergerie. D'ailleurs, si vous voulez être bien à l'hôpital, avec des services annexes, vous avez Apital. À la PHP de Paris, ils envisagent sérieusement de réserver des étages dans les grands hôpitaux, la Pitié-Salpêtrière, etc., pour les émirs. Ouais. Donc, voilà. Donc, la privatisation, il y a un type qui s'appelle Gaël Giraud, qui est un type brillantissime, économiste, père jésuite par ailleurs, qui est un type brillant, voilà, brillant, mathématicien, bref, le mec, il connaît la finance par cœur, je veux dire, il était président de je sais plus, je crois que c'est de l'IRD, mais faudrait voir, etc. Il a dit, si Macron est élu en 2022, c'en est fini de l'hôpital public. La Sécu s'est recentrée sur ce qu'ils appellent le gros risque. C'est-à-dire, pour faire court, les affections de longue durée, donc les maladies chroniques, à peu près, et l'hôpital, qui reste financé à 90% par la sécurité sociale. Et le coût à payer de ce financement des ALD à 100% et de cette prise en charge de 90% à l'hôpital, au passage, parce que j'ai entendu, j'avais vu sur un journal, moi je ne prends pas de mutuelle, c'était sur le site du Monde, je lis souvent par perversité les réactions des abonnés, et il y a une personne qui disait, moi je ne prends pas de mutuelle, c'est des voleurs. J'entends, mais si vous faites un Covid sévère, reste à charge 8 000 €. Parce qu'il n'y a pas d'acte technique.
Il n'y a pas d'opération. Ça monte vite, hein. Donc, faut y penser à ça. Bon, et donc nous avons payé, je dirais, ce haut niveau de prise en charge du gros risque, même si je déteste ça comme expression, par un déremboursement du petit risque. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui relève des soins ordinaires, bénins, aigus, enfin, de la médecine de ville, aujourd'hui, c'est pris en charge à moins de 50% par la sécurité sociale. Et donc, on a, si vous voulez, une espèce de partition. Et d'ailleurs, c'est ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais parce qu'on l'aime, cet homme, l'homme au costard d'argent, François Fillon. En 2017, le type, il a vendu la mèche. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire, hein, recentrer la Sécu seulement sur le gros risque et confier le reste aux complémentaires santé. Mais il l'a dit tout haut. Et ça a déclenché une polémique incroyable. Pour une fois, on avait parlé des complémentaires santé et de la Sécu. Parce que ça aussi, c'est une idée qui a cours au sommet de l'État, c'est de dire on n'a plus les moyens de tout financer, donc on va recentrer la Sécu sur le gros risque. Sauf que, si vous faites ça, vous fragilisez politiquement la Sécu. Pourquoi ? Parce que le cadre en bonne santé de 30 ans, il va se dire, pourquoi moi j'irais payer pour les malades chroniques et ceux qui ont un gros risque ? Donc, ça risque de séparer politiquement une partie de la population qui est jeune, en bonne santé, même si elle n'est pas totalement prémunie d'un accident, hein, je veux dire. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que les créateurs de la sécurité sociale étaient attachés au principe d'universalité. Voilà. C'était une caisse pour tout le monde, pour tous les risques. Voilà. Et c'était un moyen en quelque sorte, d'assurer la base politique et la solidité politique de l'institution sécurité sociale. Alors, sur les dépassements d'honoraires, c'est le cancer de notre système de santé. Enfin, il y en a plusieurs. Vous avez remarqué, ça métastase. Mais ça, franchement, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est-à-dire que maintenant, ça aussi, c'est un truc qui est dans les tuyaux, c'est en fait autoriser en fait tout le monde à faire des dépassements d'honoraires avec tact et mesure, hein, bien sûr. Bon, et de dynamiter le secteur 1 conventionné. En disant, c'est les médecins qui font pression en disant, on ne revalorise plus la lettre clé, consultation de spécialistes, etc. Donc, comme la Sécu n'a pas les moyens, eh ben, laissez-nous faire des dépassements d'honoraires, qui seront donc fonction de votre complémentaire santé. Vous connaissez hein, la fameuse phrase, et votre complémentaire, elle vous rembourse combien ? Donc, système inflationniste. Bon, les médecines alternatives, tout ça, je ne répondrai pas sur ces questions-là, parce que je risque de ne pas sortir en un seul morceau. Non, mais enfin, c'est pas ce qui coûte cher, hein, les médecines alternatives. Quand je faisais la tournée en 2017 et que j'étais orateur national santé de Mélenchon, quand je faisais la tournée de le Barnum FI, à chaque fois je me dis, et moi, est-ce qu'on va prendre en charge la 100% sécu, l'art-thérapie, l'équithérapie, la naturopathie, tout ce que vous voulez, parce que ça me fait du bien à moi. Ouais, d'accord, mais enfin, il y a un moment, c'est pas open bar, quoi. C'est-à-dire, il faut être un peu raisonnable.
déjà financer des médicaments qui sont hors de prix, ça va poser un vrai problème. Donc je pense que c'est un faux problème. Je pense que les gens peuvent se payer cette naturopathie. Bon, bref, c'est mon opinion. Ceci pour dire que le 100% sécu nécessite un sens civique, je dirais, aux antipodes d'un certain consumérisme dominant. Voilà. C'est-à-dire que le 100% sécu, c'est une exigence civique. Ça nécessite une délibération démocratique et un sens civique. Voilà. Et pas... c'est la sécu, c'est 100%, donc toutes mes lubies, je les fais rembourser par la sécu, quoi. Bon. Alors, pouvez-vous nous dire en tant d'années, tant de lits en moins? Mais c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on n'a pas le chiffre. Selon les syndicats de soignants, notamment le collectif Interhôpitaux, il y a 20% de lits fermés. Et fermés constamment. Le ministre dit 6%. On n'est pas foutu de savoir en France combien il y a de lits fermés. C'est quand même incroyable du point de vue, je dirais, de l'information du décideur public. Voilà. Alors, évidemment, je crois que les pouvoirs publics n'ont pas trop envie de voir le vrai chiffre apparaître. Donc, c'est une forme d'ignorance organisée. Supprimer des lits rapporte combien en économie budgétaire? Le lit, il coûte rien. Autour, c'est le médecin, c'est l'infirmier, c'est l'aide-soignante, etc. Donc, ça dépend évidemment des lits. Je ne peux pas vous dire combien coûte un lit, parce que ça dépend. En réa, ça coûte beaucoup plus cher que dans un service de médecine interne, etc. Mais, là encore, ça fait faire des économies, c'est sûr. Ça, c'est certain, mais c'est en plus des économies subies, parce que, en fait, on ferme des lits parce qu'on n'a plus de soignants pour les ouvrir, en fait. D'ailleurs, parler en termes de lits, ça n'a pas de sens, en fait. Voilà. Les gens, ils disent, on ferme des lits, ils voient leur lit, quoi. Enfin, c'est pas ça le sujet, en fait. Bon. Et puis, parlez-vous de l'articulation publique-privée, clinique, piloté par un chef de service du privé comme élu local. Mais il y a un exemple concret là derrière ça, parce qu'il y en a. J'ai envie de dire, c'est toujours pareil, les cliniques privées. Bon, je vais répondre, mais c'est la loi du capital. C'est la privatisation des profits, la socialisation des pertes. Je veux dire, les cliniques privées, elles n'ont pas de contraintes de service public. Donc, elles se concentrent sur les groupes, enfin, alors on appelle ça des GHS, des groupes homogènes de séjour. En gros, sur les créneaux de patients les plus rentables. Voilà. Donc, vous voyez, chirurgie de la cataracte, de la main, tout ce qui est programmable, standardisable, technique, en plus bien valorisé par la Sécu, par la T2A, ils se spécialisent là-dessus. Et puis, évidemment, s'il arrive une personne qui a un problème de cataracte, mais qui en plus est polypathologique, a une maladie chronique, et qu'il y a un risque, machin, etc., c'est direction l'hôpital public. Voilà. Et donc, à un moment, il y avait une campagne de la Fédération hospitalière privée qui demandait un alignement des tarifs de la T2A du public sur le privé. En disant, regardez, nous, on est beaucoup plus efficients, parce que, regardez, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, vous avez des économistes de la santé, dont mon amie brillante Brigitte Dormont, qui est la principale économiste de la santé en France, à Paris-Dauphine, qui a refait les calculs
et qui a montré qu'il n'y avait aucun surcoût de l'hôpital public. C'est-à-dire, si on prend en charge, si on prend en compte la lourdeur des patients, les contraintes de services publics, les contraintes de bâtiments, et le fait que l'hôpital public doit soigner, en tout cas, tous les malades qui se présentent, en fait, il n'y a plus de différentiel de coûts. Et voyez comment on peut se faire manipuler avec ce type de chiffres, c'est qu'en fait, l'hôpital public est plus efficient que la clinique. Voilà. Donc voilà comment ça marche. Comme les complémentaires santé se spécialisent sur... C'est le principe du cappuccino. Vous prenez la crème, puis vous laissez le café au public, quoi.